Bonjour à vous qui avez ouvert cette vidéo. C'est mon histoire, donc je ne suis pas un personnage célèbre, un acteur connu ou une célébrité qui va raconter sa vie et qui va passionner beaucoup de monde. Donc ça ne peut intéresser que des gens qui soient un petit peu dans la même mouvance que moi-même, qui ont conscience de ce qui se passe dans le monde et qui voudraient que ça change. Et puis, ça peut intéresser éventuellement, bien sûr, mes détracteurs et tous ceux qui essayent de me casser, qui ont travaillé depuis des années à essayer de casser mon mouvement. Donc, ceux-là vont chercher à trouver des arguments dans mon histoire. Toujours est-il que je vais faire très court sur la partie ancienne qui n'a pas beaucoup d'intérêt, à savoir que j'ai commencé à travailler très jeune, à l'âge de 16 ans, et puis je suis vite entré dans, parce que j'avais une certaine facilité au niveau des relations publiques, donc je suis entré assez vite dans le commerce. Et puis, après quelques années dans le commerce, je suis entré dans un commerce supérieur, on va dire, ce qui est le commerce du diamant, et puis du placement financier, et puis en même temps, bah, on se forme automatiquement, donc on se forme un petit peu en gémologie, mais surtout, on se forme en arguments financiers, aux différences de placement, de connaître un petit peu tout ce domaine-là. Et puis j'ai fait une petite carrière dans une grande entreprise dans laquelle je suis devenu très jeune directeur commercial et directeur international. Et donc je m'occupais à ce moment-là de la Suisse et de l'Allemagne. Et suite à cela, cette grosse entreprise a financé l'élection de Mitterrand. Et en remerciement, en échange de quoi Mitterrand avait promis de conserver les conditions de vente du diamant, qui assurait donc la pérennité de l'entreprise. C'est pour ça que le patron de l'entreprise avait donc financé Mitterrand. Et puis en échange aussi du maintien des conditions d'anonymat, car le diamant pouvait être protégé par l'anonymat à l'achat et à la détention. Et donc, sur ce schéma, j'ai une première découverte, on va dire, des réalités de la haute politique. Je connaissais la petite politique, c'est-à-dire les sénateurs, les députés et tout ce monde-là, durant mon activité chez eux, puisque ce sont les gens qui cherchent le plus à dissimuler des grosses sommes qui, bon, on sait bien qu'ils les volent aux contribuables. Donc tous ces détournements, bah forcément, c'était pour eux une facilité que d'acheter du diamant anonymement et de pouvoir le protéger dans des coffres en Suisse ou ailleurs. Et donc, on avait forcément beaucoup de clients de ce petit monde des politiciens. Et la haute politique, en revanche, on en avait très peu d'expérience. Donc avec Mitterrand, ça a été une première expérience assez intéressante, puisque en échange de, je crois qu'il s'agissait d'une valise de près de 100 millions de francs à l'époque, qui était déjà une somme énorme, et en espèces bien sûr, et en échange de quoi Mitterrand donc avait promis de conserver l'anonymat sur le diamant et de ne pas toucher à la TVA. Et donc, c'était les conditions qui faisaient que notre entreprise fonctionnait très bien. Aussitôt élu, il a changé la TVA, il a retiré l'anonymat et a envoyé un contrôle fiscal dans l'entreprise qui a coulé l'entreprise en très peu de temps. Avant, dans le livre de Montaldo, qui est un journaliste qui avait étudié un petit peu tout ce qui se passait à cette époque, celui qui a écrit ce fameux livre Mitterrand et les 40 voleurs, eh bien, il parle de notre entreprise, donc l'Union de Diamantaire, comme étant la première entreprise à avoir été rackettée par le Parti socialiste de Mitterrand, juste avant l'affaire Urbain-Graco. Et donc tout ça, ça évoquera forcément quelque chose à ceux qui ont vécu cette époque. Ça évoquera rien à tous les jeunes d'aujourd'hui, bien sûr. Mais bon, c'est pour dire que, voilà, un constat du monde de la politique en général. Et puis alors, juste après, j'ai créé un centre de placement financier, donc pour rester dans la même branche, mais à mon compte personnel.
Et donc, je crée un cabinet juridique de redressement d'entreprise, puisqu'entre-temps, j'avais une formation à la gestion d'entreprise et je m'étais beaucoup spécialisé dans ce domaine. Et donc, je crée un centre de ce genre. Et il se trouve que là encore, j'ai beaucoup de contacts avec les magistrats, forcément, du tribunal, mais aussi avec les chefs d'entreprise. Et au passage, bien sûr, avec ceux qui supervisent tout le monde, c'est-à-dire les politiciens, et en particulier la franc-maçonnerie, qui est liée directement aux politiciens. Et donc qui contrôle les chambres de commerce, d'industrie et tout le marché qui intervient entre les politiciens, les maires et les représentants des politiciens dans la justice, donc les procureurs. Et donc, naviguant au milieu de tout ce monde-là, un beau jour, je décide d'écrire un ouvrage, d'abord pour à la fois démontrer tout ce qui ne va pas en France. Donc là, je dénonce aussi bien les magouilles de Pasqua, puisque j'avais été approché par les proches de Pasqua pour faire des fausses cartes bleues, des faux chéquiers, des faux papiers, etc. Lui, c'est un spécialiste. Et puis en même temps, pour l'écoulement de la drogue, pour l'écoulement des faux billets, puisqu'il fabriquait énormément de fausses monnaies. Donc tout cela, j'en ai été témoin, j'ai vécu avec ces gens-là, parce que celui qui travaille avec Pasqua, il écoule plein de marchandises avec des fausses cartes bleues ou des faux chéquiers. Après, il en fait de l'argent et cet argent, il faut le cacher. Et donc, pour le cacher, on s'adresse à des gens comme moi. Et donc, dans toutes ces affaires, j'avais forcément aussi créé des sociétés en paradis fiscal pour mes clients. Donc, voilà, j'étais complètement impliqué dans ce monde-là. Je les ai connus et un beau jour, je décide d'écrire un livre dans lequel je dénonce tout ce que j'ai vécu. Et je dénonce donc forcément Mitterrand, Chirac, Pasqua. J'avais découvert entre-temps une autre type d'escroquerie que menait la franc-maçonnerie avec Pasqua et surtout avec Chirac, qui consistait à piller les entreprises parisiennes et de la région parisienne. En tout cas, les équipes que j'ai connues étaient là, et qui consistait à les piller par des escroqueries purement financières avec la complicité d'un banquier, etc. Donc, tout cela, je le dénonce dans un ouvrage en citant Chirac, Mitterrand, Pasqua, en citant tous les noms, et du moins tous les noms des hauts dirigeants. Je n'ai jamais cité un seul nom de mes contacts directs, mais de leurs dirigeants. Et puis, dans ce livre, j'en profite aussi pour exposer un autre concept de gestion de la France, qui est la démosophie, et donc un concept basé sur une vraie démocratie, chose qui n'a jamais existé. Et puis, j'envoie donc le livre à se faire éditer, c'est chez un éditeur parisien. Et quelques jours plus tard, j'ai 14 flics qui débarquent chez moi et le livre disparaît, on n'entend plus jamais parler. Et moi, je suis en prison pendant 3 ans pour rien. Ils m'ont inventé plein de trucs, mais il n'y a rien qui tient la route, quoi. Ils m'ont arrêté soi-disant parce qu'ils m'accusaient d'être le cerveau de braquage de banque. Bon, ça ne tient pas la route, après ils passent à autre chose, ils m'accusent d'avoir volé un bateau dans un entrepôt à Concarneau, enfin des trucs complètement fous. Mais qui servent à permettre de justifier de garder quelqu'un en détention provisoire pour, soi-disant, enquêter. Et donc, sur ce schéma, on peut garder des gens pendant très longtemps, pendant des années. On se rappelle de l'affaire Guy Mauvillain, qui a été emprisonné pendant 14 ans en détention provisoire, en attendant d'être jugé. Et qui a été relaxé, comme quoi il n'avait rien à voir dans l'affaire. Mais enfin bon. Et donc, des cas comme ça, on est très nombreux. Moi, je dénonçais à ce moment-là le mien, je pensais que c'était quelque chose qu'il fallait faire. Et puis, quand je quitte la prison, bah, je me relance dans ce que je sais faire, c'est-à-dire toujours le redressement d'entreprise et le placement financier, etc. Je travaille quelque temps pour un laboratoire de prothèses dentaires qui était en faillite, qui était sur le point de couler, qui avait des dettes énormes. Je redresse cette entreprise et ensuite de cela, je suis contacté par un ex-ami banquier qui m'offre une situation aux îles Canaries pour représenter sa banque, le Crédit Mutuel,
aux îles Canaries pour les Français qui veulent faire des achats dans l'immobilier et autres. Et puis, bah, je suis dégoûté de la France et de son fonctionnement et de tout, et je quitte la France et je pars m'installer aux Canaries. Aux Canaries, bah, ça va bien. Je recommence dans le domaine que je sais que je connais, donc toujours le redressement d'entreprise. Et je propose aux entreprises françaises un stage d'une semaine aux îles Canaries pour réviser leurs comptes, pour analyser leur entreprise et décider de comment la gérer pour gagner beaucoup plus d'argent ou en tous les cas arrêter d'en perdre. Et donc, je lance un mailing qui a beaucoup de succès et je me retrouve avec une activité débordante, avec des multiples demandes, avec une très grosse activité qui fait qu'en même pas 2 ans, j'ai de quoi monter moi-même une première entreprise. Donc, j'achète des appartements, j'achète des locaux, je crée une première clinique dentaire puisque ça manquait complètement sur place. Et puis, je commence à m'y consacrer plus, donc j'abandonne un peu mon autre activité. En plus, entre-temps, bah, Internet naît, donc les emails et tout le système classique que maintenant tout le monde trouve naturel, mais qui à cette époque était nouveau, donc qui n'était pas encore employé. Et donc, qui fait que les courriers par lettre, etc., fonctionnaient beaucoup moins. Et donc, je commence à m'investir complètement dans cette démarche de créer une clinique dentaire, un laboratoire de prothèses à côté, et puis d'autres entreprises. Et le temps passe et on arrive en 2001. Entre-temps, j'ai construit 2 autres cliniques, cette fois-ci dentaire et médecine, et je me consacre essentiellement à la médecine holistique. Donc, j'embauche essentiellement des médecins euh, qui ont une formation en homéopathie, en acupuncture ou dans des domaines marginaux ou en phytothérapie. Et c'est comme ça qu'on arrive en 2001. Et 2001, parce que tout ce que j'avais appris et découvert avant, durant les années 90 et même en étant en Espagne, je constatais bien une chose qui me paraissait évidente à moi, c'était que, effectivement, beaucoup de lois anormales, bizarres, passaient en France, mais passaient aussi simultanément dans les autres pays d'Europe et passaient également et venaient la plupart du temps des États-Unis. Et donc en faisant quelques recherches, j'avais découvert donc la trilatérale, le CFR, Bilderberg, et donc je savais qu'il existait un groupe de personnes des États-Unis qui se servaient des industries montées aux États-Unis mais qui leur appartiennent, la banque et l'industrie de l'armement, et que c'était ces gens qui avaient un plan de domination du monde et qui voulaient contrôler le monde. Mais je n'avais pas de détails, je n'avais pas encore à ce moment-là toutes les finalités, tous les détails, et en même temps j'étais, comme dirais-je, à chaque fois que j'en parlais à quelqu'un, on me prenait pour un fou. Donc c'était pas très drôle d'être tout seul, et puis quand on arrive en 95, 96, 97, Internet commence à être accessible, on découvre pas mal de choses sur Internet, et puis en 2001, lorsque il lance l'opération des tours jumelles, alors là, ça m'a paru totalement évident que le nouvel ordre mondial avait lancé son plan définitif, son plan final. Et son plan final, c'est très clair, c'est une réduction de 95% de la population sur la planète, et eux seuls, les maîtres absolus de toute la planète Terre. En faisant des recherches à ce moment-là, dans les années 95 à 2000, j'avais découvert que tout cela remontait au XVIIIe siècle. Dans les années 1750, je découvre la secte des Illuminati, je découvre le montage qui a été fait, je découvre le fameux livre Le Testament de Satan, qui depuis a disparu, mais qui existait et qui était encore accessible à cette époque-là. Et puis, je découvre les reprises du Testament de Satan, donc d'abord le protocole des sages de Sion, qui a été écrit par ces mêmes Illuminati, mais cette fois-ci en faisant porter le chapeau aux Juifs. Et puis, j'ai relu aussi les nouvelles directives du Club Bilderberg, qu'on appelle les armes silencieuses pour des guerres tranquilles, et donc qui sont la formule simplifiée du Testament de Satan ou du protocole des sages de Sion,
qui est une formule simplifiée pour la rendre accessible aux politiciens. Et j'ai découvert aussi le montage fait pour sélectionner les politiciens. Et donc ce montage qui est très particulier, qui utilise la franc-maçonnerie, qui utilise les réseaux occultes, consiste à créer des structures qui permettent de déceler rapidement les gens les plus bêtes et les plus psychopathes, ceux qui ont leur ego surdimensionné, qui pensent qu'à eux, qui sont prêts à sacrifier père et mère, qui sont prêts à tout pour réussir leurs ambitions. Et donc, cette définition du psychopathe, ça va beaucoup plus loin, bien sûr, mais c'était déjà un principe initial, un principe de base. Et je découvre que tous les politiciens sortent de là, que la franc-maçonnerie donc sélectionne systématiquement des gens pour leurs ambitions, pour leur absence totale de scrupules, de respect pour les autres, et donc des gens qui sont là que pour eux, et rien que pour eux. Et cela, on les fait monter au pouvoir à condition, et il y a toujours une double condition, l'une c'est qu'ils soient impliqués dans des affaires assez sales pour qu'on puisse facilement les faire chanter, et l'autre c'est les menacer en permanence. Et donc c'est comme ça que toute l'Europe se retrouve avec des dirigeants qui commencent à créer cette Europe et qui violent toutes les lois sans aucune gêne, sans aucun scrupule. Et en découvrant que Sarkozy a violé donc la Constitution française en imposant le traité de Lisbonne malgré le référendum qui avait dit que globalement le peuple souverain dit non à entrer dans l'Europe, en voyant qu'il viole cette loi et qu'il la présente comme si c'était légal et qu'en plus il reste au pouvoir et que l'armée réagit même pas pour l'arrêter, là je me suis dit il y a un problème vraiment très grave. Et donc je décide de réécrire la démosophie. Entre-temps, j'avais, durant toute cette période en Espagne, j'avais eu des enfants, il fallait s'en occuper, il fallait créer une vie sociale, il fallait... Bon, donc je ne m'étais pas complètement remis dans réécrire, la réécriture de ce premier ouvrage, et puis j'avais le souvenir des 3 ans de prison pour la première écriture. Donc j'étais pas très chaud à essayer de le réécrire. Et puis finalement, donc je me décide de le faire juste après cet attentat, et en essayant de dévoiler au monde l'histoire, l'existence du Club Bilderberg, l'histoire réelle, et en même temps d'informer sur ce qui est en train de se passer et ce qui va arriver. C'est pour ça que dans ce livre, j'expose déjà la fausse pandémie qui va permettre de déclencher une, euh, une vaccination en masse et tuer un maximum de gens par ce moyen-là. Donc tout cela, c'était évident parce que c'est leur plan. Et quand on sait fouiller leurs archives, quand on sait fouiller leurs documents, on trouve leur plan tout écrit, parce qu'ils annoncent à l'avance tout ce qu'ils vont faire. Et donc ça, beaucoup de gens le savent avec, par exemple, le Guy Stone, ce monument qu'ils ont monté aux États-Unis, dans lequel ils annoncent très fièrement qu'ils vont tuer 95% de toute la population mondiale, en garder seulement 500 000 qui seront leurs esclaves pucés, et donc la puce est réfilée. Enfin voilà, ils expliquent les choses, ils mettent tout en avant, ils cachent rien. Et donc le principe satanique, c'est de tout afficher de manière à ce que ce soit pas forcément facilement visible, mais que ce soit affiché. Et à partir de là, comme les gens n'ont pas réagi, ils consentent. C'est leur mentalité. Et donc, pour les psychopathes, c'est parfait. Donc, ils veulent en arriver à développer le satanisme, chose qu'ils font essentiellement à travers la pédocriminalité. Donc, il y a des réseaux pédocriminels en France depuis 50 ans et même avant. Mais déjà, les gros réseaux commencent dans les années 60-70 parce que justement les psychopathes qui ont été sélectionnés sont sélectionnés selon ces critères-là. Ceux qui sont capables de faire le pire, il suffit de les filmer et après on les fait chanter toute leur vie. Ils seront obligés de toujours suivre les mouvements. Et donc vous avez des fameux pédocriminels qui restent aujourd'hui au gouvernement et on sait qui ils sont depuis 40 ans et personne n'a jamais réagi. Donc ça fonctionne. Et ce fonctionnement, donc, il le multiplie dans tout le monde occidental pour avoir des gens complètement à leurs bottes. Et quand un sale type comme Sarkozy viole toutes les lois, eh ben ça passe et personne ne dit rien. Comme entre-temps il a placé l'essentiel de ses copains, toujours des psychopathes sélectionnés par la franc-maçonnerie,
comme il les place à la tête des principales institutions françaises, en particulier la gendarmerie, la police, la justice, l'armée, bah, ils se retrouvent avec protégés au plus haut niveau, on va dire. Et donc, bah, ça passe et on se retrouve dans un système totalement illégal puisqu'il n'y a plus de constitution, elle est annulée automatiquement par le traité de Lisbonne. Et là, je me rends compte qu'il y a une opposition flagrante et obligatoire entre la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est le plus haut niveau hiérarchique de l'instance judiciaire française, et la République, qui est la constitution que les politiciens font entre eux pour se garder le pouvoir. Et qui a une opposition tellement flagrante qu'on ne peut pas être à la fois en République et à la fois avec les déclarations des droits de l'homme. La République est morte ce jour-là, et depuis, effectivement, on vit sous une dictature, une vraie dictature, puisque juridiquement parlant, la France n'a plus de gouvernance. La seule gouvernance officielle, c'est celle de la Déclaration des droits de l'homme, donc c'est le peuple souverain, et la République elle-même n'existant plus, il n'y a plus de gouvernance par la République. Donc toute la Constitution que les gens connaissent, à laquelle un tas de politiciens font encore référence par des appellations, l'article machin, l'article truc, tout ça n'existe pas, le 49.3 n'existe pas, tout ça, ça n'existe pas, puisque la Constitution républicaine a disparu au moment du traité de Lisbonne. Si des gens veulent sortir de l'Europe aujourd'hui, comme on entend plein de gens parler de Frexit, sortir de l'Europe, ça veut dire reconnaître, être entré dans l'Europe, donc ça veut dire reconnaître l'abandon total de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et donc on a le droit de reprendre l'esclavage, on a le droit, tout ce qui est normalement nos droits disparaissent. Et le droit à la propriété, le droit à la sécurité, le droit à la liberté, tout ça disparaît totalement. Et on le voit en ce moment. Par exemple, la dernière loi de programmation militaire, vous devez être totalement soumis, abandonner tous vos biens au dictateur en place, en l'occurrence Macron, et vous n'avez pas le choix. C'est un texte de loi. Donc à tout moment, sur le fait qu'il ressentirait lui personnellement une menace, qu'il annonce comme il veut, hein, menace de pandémie, que la Belgique nous attaque, ou la Russie, ou n'importe qui, ça lui donne le droit de prendre votre maison, vos biens, votre voiture, d'envoyer vos enfants à la guerre, et vous aussi si vous êtes encore dans la tranche d'âge. Donc c'est un pouvoir dictatorial absolu qu'il s'est accordé avec la loi de programmation militaire, qui est invraisemblable, ne serait-ce que par la définition qui est donnée, le sentiment de se sentir menacé. Mais à quel moment on peut dire, n'importe quel président demain peut dire ça, oui, je sens qu'on est menacé. Donc ça veut strictement rien dire, mais ça sert à déclencher les choses comme ils le veulent, et donc à lui donner en main propre tous les biens de tous les Français. C'est extraordinaire, et que ça a été voté, que ça soit passé. C'est-à-dire qu'il est comme complice toutes ces assemblées qui ont participé au vote, et donc qui ont un intérêt personnel, bien sûr. Soit parce qu'ils sont menacés pour les saloperies qu'ils ont commises dans les réseaux pédocriminels ou dans d'autres, trafic de drogue, trafic d'argent, enfin il y a plein de... Soit parce qu'ils sont complètement déjà impliqués dedans. Donc, ça c'est le système dans lequel on vit actuellement et qui provoque de plus en plus de réactions, de plus en plus de gens comme moi qui réagissent, et puis aussi de gens qui réagissent sur des domaines précis. Et donc, quand ils ont fait cette tentative de pandémie et de fausse vaccination, ça a déclenché énormément de laboratoires, de médecins, de scientifiques dans le monde entier qui ont fait des recherches et qui ont découvert la supercherie. Ce qui n'empêche pas qu'ils vont quand même continuer. Ce qui n'empêche pas que les grands laboratoires qui sont dans le coup, que DARPA, le ministère de la Guerre américain, continuent les études bactériologiques pour trouver encore plus mortels, que leurs principaux agents comme Bill Gates lâchent des moustiques en permanence et sont en train de tuer des millions de gens au Brésil avec la dengue. Voilà, le système continue. Et il continue jusqu'au bout, et plus les gens se réveillent, plus eux, ils accélèrent le mouvement. Donc ça, c'est la situation. C'est ce qu'eux appellent le nouvel ordre mondial.
Après, dans ce livre de la démosophie, donc, je dénonce toute cette première partie. Et dans la deuxième partie, par contre, j'expose un véritable système de démocratie, une vraie démocratie, c'est-à-dire celle où il n'y a plus des représentants du peuple, celle où c'est le peuple directement. Pour cela, il faut une structure, il faut une organisation, il faut tout un schéma. Et puis, la seule chose qui me manquait, c'était la position juridique. La position juridique, je l'ai découverte grâce à Sarkozy, qui a fait l'attaque de la Libye de manière illégale, sans mandat de l'ONU, et qui, pour obtenir le mandat de l'ONU ensuite, a posteriori, il l'a obtenu. Pour l'obtenir, il a fallu qu'il accepte de partager ce qu'ils ont volé à Kadhafi, parce qu'il y avait des réserves d'or gigantesques, il y avait des fonds absolument énormes, et puis il y a les ressources de pétrole, etc. Donc il a fait moitié-moitié avec les Américains, et en échange, les Américains ont créé un nouveau concept dans l'une de leurs organisations. Car, contrairement à ce qu'on vous raconte, toutes les organisations internationales ne sont pas internationales. Elles sont strictement américaines et strictement appartenant à ce petit groupe qui contrôle le monde et qui essaye d'établir sa dominance absolue. Et ce petit groupe des Illuminati, qui tiennent essentiellement l'industrie de l'armement, les plus grandes multinationales de la planète, et contrôlent toute la banque mondiale. Ces gens, il fallait trouver à la fois quelque chose qui les contre, qui empêche qu'ils puissent continuer à mettre à la tête de chaque pays leurs marionnettes, et en même temps changer assez le système pour provoquer chez eux une gêne, une vraie gêne, pour que petit à petit tous les autres pays abandonnent ce schéma et leur retirent leur pouvoir. Et donc ça, c'est ce que j'ai voulu lancer avec la démosophie en créant ce concept d'une vraie démocratie. Alors une vraie démocratie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un peuple qui se représente lui-même, mais avec la logique, c'est-à-dire non pas avec des élections, avec un système complètement véreux qui avait été pensé au départ par Machiavel comme le meilleur des systèmes pour manipuler les gens, leur faire croire à une démocratie. Non, là, c'est un système sérieux où les gens choisissent directement qui sont les dirigeants pour la santé, qui sont les dirigeants pour l'éducation nationale, qui sont les dirigeants de la police, de la justice, dans tous les domaines. Et c'est l'ensemble de la population. Pour ça, il faut une structure, il faut une organisation. Et donc, tout ça a été mis au point. Et on a déclaré un CNT à l'ONU en 2015. Après l'avoir proclamé, bien sûr, en France, auprès de tous les journaux, tous les ministères, tout le monde est au courant. Sauf que, à ce moment-là, le gouvernement a immédiatement bloqué tous les journaux, tous les médias pour que l'information n'apparaisse nulle part, ne soit divulguée nulle part. Et là ont commencé mes ennuis à nouveau, où ils ont commencé à nous chercher des ennuis, ils m'ont mis des condamnations juridiques complètement aberrantes et fausses, mais ça fait rien, ça suffit de créer un dossier pour dire c'est un repris de justice. Et donc ils m'ont inventé des histoires comme ça, bon, en mon absence, puisque j'étais même pas informé qu'ils avaient lancé des procès contre moi. J'ai jamais été informé de quoi que ce soit. C'est le hasard après, un beau jour, qui fait qu'on découvre qu'on a déjà des condamnations qui ont été prononcées. Bon, c'est le système français. Et c'est ce système que je combats parce que je voudrais arriver à cette vraie démocratie. Et puis en même temps, je voudrais surtout, parce que je suis parti au départ du concept de la démosophie. Ce concept de la démosophie, je l'ai lancé dans les années 2008-2009 et ça a touché pas mal de monde, et en particulier en Amérique du Sud, où Hugo Chavez avait repris mon ouvrage, l'avait fait distribuer sur l'Amérique du Sud, l'avait fait connaître, et ça a donné une impulsion assez forte. Ce qui fait que quand j'ai lancé une réunion internationale, on a eu des Chiliens, des Vénézuéliens, des Argentins, on a eu aussi des Roumains, des Allemands, des Anglais. Bon. Et c'était uniquement les gens qui étaient informés de la démosophie, donc qui avaient lu le livre, qui était déjà imprimé dans les différentes langues, et qui ont réagi à mon appel. Et on s'est retrouvés donc tous ensemble à chercher comment contrer ce nouvel ordre mondial. Et la conclusion finale, ça a été que automatiquement, ça devait partir de la France, que la France était le pays le plus adéquat pour plusieurs raisons. D'abord, en raison de la particularité constitutionnelle de la France, qui n'a pas une simple constitution, mais un bloc de constitution dans lequel il y a trois éléments majeurs.
la Déclaration des droits de l'homme de 1789, qui est le sommet, le plus haut. Ensuite, le préambule de 46, et enfin, la Constitution que les politiciens ont rédigée entre eux pour se garder le pouvoir en 1958. Mais cette Constitution dépend de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Elle ne peut pas s'y opposer. C'est pour ça que le premier texte qui avait été écrit en 58 était encore à peu près, bon, il se gardait le pouvoir, mais au moins il respectait à peu près les droits de l'homme, les libertés, etc. Et puis petit à petit, ça a été remanié, retouché, redévié, et de plus en plus, les politiciens s'offrent tous les pouvoirs, tous les privilèges, et le peuple n'a plus rien. Et donc, ce système auquel on aboutit maintenant, et qui amène quand même beaucoup de gens maintenant à se réveiller, à se révolter, à se dire que c'est pas normal, fait qu'aujourd'hui, la démosophie est le système pour une démocratie, une vraie démocratie, donc qu'on appellera démosophie, qui est un système où véritablement c'est les humains, tous les habitants d'un territoire participent ensemble au choix des lois, aux grandes décisions, etc. Et donc pour cela, il fallait préparer cette structure, cette organisation, mais il fallait plus que ça, il fallait, une fois qu'on avait la validité juridique, une fois qu'on avait cette validité juridique par la déclaration à l'ONU, il fallait tester tout cela et finir de le mettre au point dans les détails, et surtout non pas pour l'imposer comme système, parce que passer du système de la République directement à la démosophie n'aurait pas été possible et n'aurait surtout pas été accepté par la grande majorité des gens, parce que l'ensemble de la dissidence française a été orienté sur la République. Ils ne pensent même pas à en sortir, ils n'ont pas l'esprit à en sortir. Dans leur esprit, c'est la République, c'est là où il y a des belles places à prendre, c'est là, je veux remplacer Macron. Et ils sont tous dans cet esprit-là. Donc, il fallait donc développer un concept de transition basé sur la démosophie. Et donc, c'est ça que j'ai fait. Et en le lançant de cette manière, j'ai eu beaucoup de gens pas connus, mais des cerveaux, des gens qui sortaient du CNRS, des ingénieurs atomistes, des gens d'un certain niveau, qui avaient conscience plus ou moins de tout cela et qui m'ont complètement rejoint et qui ont participé avec moi à l'élaboration de cette structure et cette organisation de transition, c'est-à-dire basée sur une période pendant laquelle on met en place un système permettant que tous les Français puissent participer déjà, mais aussi puissent rédiger une nouvelle constitution, rédiger le mode de gouvernance de la France, et que ce choix soit ouvert absolument à tout le monde. Donc il fallait mettre au point tout cela. Et c'est ce qu'on a fait, et on l'a testé. Et donc on a eu 2 réunions majeures au cours duquel on a testé la formule elle-même, et les résultats ont été mais extraordinaires. Extraordinaires. L'intelligence humaine collective est capable de découvrir des choses fabuleuses, est capable d'inventer des choses fabuleuses, de créer des choses extraordinaires. Et donc on a créé un premier document qui était juste avant que commence la grande campagne de pandémie et de la vaccination. Et on a créé un document pour dire attention, c'est une fausse pandémie. Les articles de loi décidés par le gouvernement sont totalement illégaux. Non pas parce qu'eux-mêmes sont illégaux, mais déjà parce que les articles de loi auxquels ils se réfèrent oublient l'essentiel, les lois majeures. Ça ne fait appel qu'à des petits textes de loi qui passent actuellement dans le Code pénal français. Mais c'est en niant les grandes conventions telles que Nuremberg, telles que toutes les grandes conventions sur les droits de l'enfance, sur les droits des humains, etc. Et donc c'est là où on découvre complètement, pour ceux qui sont les plus éveillés à analyser les situations, on découvre que aussi bien l'ONU que l'OTAN, que le FMI ou l'OMS, tout ça sont des organismes privés appartenant à ces familles qui se servent de ces organismes pour tout mener. Et donc, quand on voit aujourd'hui le fonctionnement de ces organismes, on découvre que l'OMS a permis les vaccinations et a même poussé aux vaccinations mortelles.
On découvre que l'ONU ne sait en aucun cas réagir à un génocide qui est en cours en ce moment en Israël et Gaza, ne sait en rien gérer la situation de la Russie et de l'Ukraine, et que voilà, tout va à volo et c'est le plus fort qui gagne. On est tombé complètement dans la dictature et la loi du plus fort. Alors que moi je rêve d'une, non pas une ONU, mais une OPU, c'est-à-dire une organisation de tous les peuples unis. Je voudrais que dans ces peuples, il y ait chaque peuple dans le monde, qu'ils aient un État ou qu'ils n'aient pas d'État. La définition du peuple, c'est des gens qui partagent une langue commune, une culture commune, même s'ils n'ont pas forcément d'habitat, ce qui est le cas de certaines tribus en Amazonie, en Afrique, en Indonésie, ce qui est le cas de certains groupes comme les Kurdes, comme les Druzes, comme, etc. Donc, tous les gens qui ont un commun linguistique et culturel au minimum peuvent se déclarer peuple, et ces peuples pourraient envoyer chacun deux ou trois de leurs meilleurs philosophes, de leurs meilleurs penseurs, pour participer à une organisation mondiale qui gérerait toute la planète Terre. Et cette organisation mondiale devrait avoir une cour de justice véritablement internationale, et non pas une cour de justice comme celle de La Haye, qui en fait appartient à Soros, donc toujours la même bande qui contrôle à travers ses pions les principales institutions prétendument internationales. Donc là, je voudrais une vraie cour de justice, une cour de justice qui puisse superviser n'importe quelle cour de justice dans le monde, et donc qui permettrait que les gens victimes des justices dévoyées par les politiciens, des justices malsaines, ce qui est le cas de la France, mais de beaucoup d'autres pays aussi, puissent avoir toujours un recours, et un vrai recours, pas un recours politique. Et donc, ceux qui croient encore aux droits de l'homme européens ou des trucs pareils, ou aux droits de l'homme de l'ONU, ils n'ont pas compris que tout ça, c'était des recours politiques contrôlés par les politiciens, donc ça, qui ne peuvent aller nulle part. Alors, une OPU, ça devrait être une organisation planétaire qui représente tout le genre humain, qui interdit donc toutes les guerres. Et pour interdire toutes les guerres, il faut avoir un exercice, il faut avoir la possibilité qu'une décision, quelle qu'elle soit, puisse être exécutée. Et donc, un moyen très simple qui désarmerait déjà une bonne partie de toutes les bombes de la planète, parce que tous les pays en ce moment augmentent leur budget militaire, se préparent à plus de guerres, et on va arriver à la Troisième Guerre mondiale très bientôt. Donc, si on ne fait rien. Donc, en créant une OPU, on peut arriver à ce qu'on demande à chaque participant qu'il remette 5 ou 10% par exemple de son armement à disposition de l'ONU, de l'OPU, pardon. Et donc, l'OPU pourrait se retrouver avec toute une armée composée de tous les pays du monde servant à établir la justice, mais la justice dans son sens le plus noble, le plus vrai. Et un pays qui déclencherait une guerre contre un autre et commencerait à commettre un génocide, on pourrait l'arrêter immédiatement. Et donc, quand on voit la situation d'aujourd'hui, on se dit que c'est vraiment indispensable. Il faut arriver à avoir un organisme supranational, international, vrai, composé de tous les peuples de la planète, et que ces peuples de la planète, tous ensemble, puissent disposer d'une force exécutive pour que les décisions prises à ce niveau-là puissent être appliquées. Et donc, tout ça, c'est mon souhait, mon rêve, je l'expose dans cet ouvrage aussi. Et dans cet ouvrage, je parle aussi de comment y aboutir, comment aboutir à cela. Et pour aboutir à cela, eh bien, c'est là où j'ai trouvé, moi, personnellement, cette chance à travers la démosophie, à travers ce concept qui doit partir de la France. Parce que parlant français couramment et étant français d'origine, pour moi, c'est beaucoup plus facile de m'adresser et de commencer dans un pays dont je parle la langue déjà au départ. Ce qui fait que lorsqu'on a fait cette réunion internationale, c'était en 2011, on en a conclu que c'était de la France que ça devait partir, et donc un an plus tard, j'ai débarqué en France et j'ai commencé à lancer le mouvement du 14 juillet, qui était un mouvement visant surtout à réunir tous ceux qui voulaient une vraie médecine libre,
tous ceux qui voulaient ne pas perdre leurs droits, ne pas perdre leur liberté, ne pas perdre leur propriété, tous ceux qui étaient conscients de l'importance des droits de l'homme dans notre civilisation et qui m'ont rejoint, avec lesquels donc on a lancé ce mouvement du 14 juillet. Parmi lesquels un certain monsieur qui était dans l'armée française, qui travaille dans le renseignement et qui aujourd'hui est celui qui prend en main toute l'opération militaire qui va être lancée bientôt pour procéder à l'arrestation de tous les criminels, pédocriminels, criminels et leurs complices, médecins de plateau et autres, qui ont poussé aux vaccinations, qui ont poussé à tuer les gens. Et donc, beaucoup d'autres gens que lui aussi connaît, puisqu'il il participait à nos réunions. Et donc, j'étais pas très disposé à rentrer en France, mais du fait que c'était la décision prise tous en commun, je suis rentré en France, j'ai lancé ce mouvement du 14 juillet, et parmi tous ces gens qui sont toujours restés en contact avec moi, des gens très pointus, avec qui on a pu développer, faire une déclaration en 2016 pour obliger les forces officielles de France à prendre connaissance de la proclamation du CNT, puisqu'ils avaient reçu l'ordre des politiciens, pas un mot dans les médias, pas un mot à la télé, surtout pas que le peuple le sache. Tout le peuple qui avait été violé, dont la décision de refuser d'entrer dans l'Europe a été violée par Sarkozy, était prêt à rejoindre complètement cette notion de dire, puisqu'on n'a plus de gouvernement légal, on va en constituer un nouveau. Et on va commencer par une transition, c'est-à-dire une période de calme, de paix, sans chaos, sans restant totalement pacifique. Même si au départ, on a l'obligation d'arrêter les principaux criminels parce qu'ils ne partiront pas d'eux-mêmes. Et que si on veut changer le système, il faut automatiquement avoir l'organisation de ce système déjà prête. Et donc, en 2016, on renouvelle une déclaration officielle. On était 200 personnes et on est venu place de la Concorde à Paris et on a tenu un discours au préfet de Paris. Et donc on l'a invité à venir participer, il a seulement envoyé ses agents, il n'est pas venu lui-même. Et on a déclaré officiellement l'annulation totale du gouvernement, son illégitimité totale et la demande auprès des forces armées d'intervenir pour procéder à l'arrestation des criminels. Il est très difficile d'obtenir des forces armées qu'elles procèdent à l'arrestation des criminels, tout simplement parce que leurs complices ont été mis à la tête des armées, à la tête de la police, à la tête de la gendarmerie. Et donc, quand vous avez des gens qui sont faciles à faire chanter, faciles à menacer, ben, ces gens-là restent dans les cordes qu'on leur a tracées. Et donc, les criminels du gouvernement ont placé leurs billes un peu partout et contrôlent totalement toute la vie populaire française à travers les quelques complices qu'ils ont placés. Aussi bien au niveau de la santé qu'à tous les niveaux. Et donc, mon souhait est toujours d'aboutir à créer cette OPU. Bien sûr, je n'aurai pas le temps de vie nécessaire pour sa création complète, mais au moins le mettre sur les bases. Et pour cela, le seul fait de lancer la transition en France, de procéder à l'arrestation des criminels, de mettre en place le premier concept qu'on a développé pour cette transition, qui est celui d'une vraie participation permanente, complète, de tous ceux du peuple qui désirent y participer, et la réunion de tous les dissidents, les vrais dissidents, pour mener toute cette opération, c'est très peu de temps de travail pour mettre en place une structure qui va fonctionner toute seule, sans qu'il y ait besoin qu'il y ait un président, des ministres et tout le cinéma. Tout ça, il n'y en a plus besoin. Il y aura un conseil de sages composé de tous les principaux représentants du social, du religieux et de tous les corps professionnels. Avec ça, vous avez un conseil de sages, pourvu qu'il y ait quelques normes respectées sur l'âge, sur les conditions et sur le choix de ces gens. Et le choix de ces gens, il doit être fait par le peuple. Donc si le peuple, au niveau santé, pense qu'un tel, il ne faut surtout pas le nommer, mais par contre que celui-là, oui, on voudrait bien le voir à la tête, ben, il met son nom, c'est tout. Et quand tout le peuple aura
désigner ceux qu'ils pensent, eh bien, les noms qui apparaîtront le plus souvent seront naturellement ceux qui seront au Conseil des sages. Et il y en aura deux ou trois dans chaque profession, la plupart des professions importantes. Les agriculteurs, les médecins, les enseignants, tout ça sont les professions majeures dans notre pays. Et donc, à partir du moment où les gens les ont choisis eux-mêmes, après, il y a les conditions de fonctionnement du Conseil des sages, donc on a prévu aussi, qui permet que si quelqu'un ne respecte pas certaines normes ou quoi, on peut le virer du jour au lendemain. Les histoires de mandat n'existeront plus, donc il n'y aura pas des périodes où il faut attendre que le mec soit arrivé au bout pour le virer. Non, si il n'est pas dans le cadre, eh ben, il est viré tout de suite et puis on le remplace par un autre. Je ne vois pas pourquoi on garderait des gens qui pourrissent la vie des autres alors qu'on peut les virer du jour au lendemain. Il n'y a pas besoin d'attendre la fin de leur mandat. Donc ce qu'on veut, c'est des gens effectifs, des gens qui travaillent sérieusement et qui se dédient réellement au bien commun. Et se dédier au bien commun, c'est pas le loisir de politiciens qui, eux, ne pensent qu'à leur bien personnel. Regardez le niveau de fortune de l'ensemble des membres du gouvernement. Ça représente en rien le français moyen. En rien. Est-ce qu'un français moyen va choisir entre plusieurs millionnaires? Non, le français moyen, il voudrait quelqu'un comme lui, quelqu'un qui soit au même niveau, qui soit conscient d'une vie professionnelle, d'une vie de travail, qui soit conscient de la vie publique, etc. Pas d'une petite caste qui vit dans l'entre-soi et qui est complètement en dehors de la vie publique. Donc le système actuel devra faire place, parce que c'est essentiel pour la pérennité de l'espèce humaine, devra faire place à un système comme celui de la démosophie. J'en suis intimement convaincu, beaucoup d'autres le sont maintenant, tous ceux qui ont lu le livre en sont également totalement convaincus, et donc je crois que l'avenir de l'espèce humaine passe par un changement radical de paradigme. Et le paradigme actuel, c'est le principe de république, c'est le principe d'amener les pires criminels au plus haut et au sommet de l'État. Et ce principe-là doit disparaître et être remplacé par un principe où toute l'espèce humaine peut communiquer, peut participer et où sa voix est en permanence la voix de l'espèce humaine. Alors donc, la transition que je mettrai en place dès l'opération militaire réussie est une opération qui va me prendre 2 à 3 mois de temps, pas plus que ça. Et donc pendant 3 mois, je vais faire cette mise en place et ensuite la machine France sera une machine nouvelle, sera le nouveau paradigme pour le monde entier, sera un modèle que le monde entier va regarder, va observer. On va être attaqué de toute façon, de toutes parts, c'est évident. Mais ça n'empêchera pas le modèle de fonctionner et de fonctionner pour le bien commun du peuple avec un plan de redressement de la France hyper rapide qu'on a préparé, mis en place, qui est prêt à démarrer à tout moment et qui va sauver la France du naufrage mondial qui est en cours. Et le seul fait que la France s'en sorte suffira, parce que la plupart des peuples vont se dire, mais comment c'est possible qu'un pays, avec la situation globale, etc., prenne une position radicalement différente de tout le monde et qu'eux, ils s'en sortent. Donc, on va dans ce pays en vacances, on voit les gens qui sourient, on voit que la paix existe, on voit que les gens sont bien, etc. On va devenir le rêve de tous les peuples du monde. Et donc, ce schéma est prêt à fonctionner, est prêt à démarrer, et mon souhait est effectivement de mettre en place cette transition qui va fonctionner toute seule au bout de 3 mois, pas plus, et je demande en échange au gouvernement français, donc à l'ensemble de cette assemblée qui sera mise en place, et qui ne sera pas décidée par moi, mais par le peuple français, je demanderai à l'ensemble de cette assemblée de me donner un mandat auprès de l'ONU pour pouvoir être l'ambassadeur de la paix. Et je veux être l'ambassadeur de la paix au nom de la France pour créer cette OPU. C'est-à-dire modifier l'ONU et l'orienter vers l'acceptation d'un rôle différent de celui qu'elle a actuellement, c'est-à-dire qu'elle ne soit plus au service des industries militaires, des industries de l'armement et des grandes multinationales et des grandes banques, mais au service du peuple et des peuples. Et donc, si ce n'est pas possible, ce sera une nouvelle création et ce sera un nouvel organisme qui sera, lui, vraiment international.
Mais pour cela, il me faut un mandat d'ambassadeur de la paix et de pouvoir présenter par discours à l'ONU euh, le souhait d'établir la paix totalement sur Terre, qu'on abandonne totalement les guerres, les génocides, les massacres, que tout ça soit terminé, soit de l'histoire ancienne. Voilà, je vous ai raconté toute mon histoire et certains y trouveront des arguments pour me critiquer, pour me dénigrer. D'autres y trouveront peut-être les mêmes pensées qui sont profondes en eux et qu'ils trouvent tout d'un coup réalisées par la démosophie et par ce CNT que j'ai créé, donc le Conseil national de transition, parce que c'est la formule juridique. Lorsque des dirigeants d'un pays violent leur propre constitution, ce qui est le cas donc depuis Sarkozy, ils deviennent illégitimes et à ce moment-là, le peuple est en droit de créer un Conseil national de transition. Et quand on dit le peuple, ça peut être une seule personne, ou 10, ou 100, ou 1000. Nous, on était 3 ou 4 000 au moment où je l'ai fait, et c'est avec l'approbation des 3 4 000 que j'ai fait cette déclaration et cette proclamation en juin 2015, et que ça a été ensuite déclaré à l'ONU. Et depuis, on a testé le modèle de fonctionnement, on l'a testé à plusieurs reprises et on a eu des résultats extraordinaires tels que cette sommation, ce rappel à la loi qui sort du congrès de Girona et qui est le résultat du travail fait de cette manière, d'un principe de commission qui a permis la réalisation de ce document qui a été envoyé à plus de 30 000 des plus hautes instances françaises, de tous les ministères, de tous les dirigeants des EHPAD, des écoles, etc. Plus de 30 000 des hautes instances françaises ont été informées de cette fausse pandémie, du danger de la vaccination et de l'illégalité de leur tentative de forcer tout le monde à la vaccination. Et donc ce document est le résultat d'un excellent travail du peuple contre les politiciens. Voilà un exemple de ce qu'on obtient avec la démosophie. Et donc c'est un autre cadre, dans un autre cadre, qu'on a créé aussi un système juridique totalement différent du système actuel, dans lequel il n'y a plus les représentants des politiciens présents dans les tribunaux pour défendre uniquement les riches contre les pauvres, pour défendre les banques contre les victimes, etc. Tout ça disparaît totalement, avec un vrai système de cour de justice, totalement différent de la justice actuelle. Et donc, ça a été l'occasion d'une autre réunion et on a établi à cette occasion le droit des peuples, de façon à ce que les plus petits peuples de la planète ne puissent plus être expulsés de chez eux par une multinationale qui veut forer du pétrole ou autre chose, ou faire des recherches minières. Les droits des peuples vont exister une fois qu'on aura lancé tout ce schéma. Donc voilà, je vous ai raconté un peu mon histoire très brève pour ma jeunesse, avec des hauts, des bas, avec des choses bien, des choses moins bien, comme n'importe quel être humain. Je suis vraiment le représentant parfait du monde moyen français. Euh, Classique, avec une partie de ma famille qui vient d'Italie, enfin de Sicile. L'autre partie de ma famille vient de vieux artisans classiques qui ont travaillé dans la tapisserie pendant 250 ans. Et bon, et la tapisserie existe toujours aujourd'hui. Et donc, voilà, je suis vraiment l'exemple du français moyen qui n'est pas stupide, qui sait étudier un sujet quand il y a un sujet passionnant. À une époque, je me passionnais pour les bilans des sociétés, pour trouver les astuces qui me permettaient de sauver des entreprises qu'on croyait perdues. Depuis quelques années, je suis passionné par la Constitution, par le fonctionnement légal, par les fonctionnements juridiques et par toute la situation mondiale telle qu'elle se dessine, parce qu'en plus j'ai des enfants et je n'ai pas du tout envie qu'ils soient envoyés à la guerre ni qu'ils la subissent. Et donc, on va déclencher cette opération militaire prochainement et ce sera pour instaurer cette transition qui sera une transition juste à laquelle participeront la plupart des dissidents que vous voyez actuellement sur toutes les chaînes Internet et par contre avec l'arrestation de la plupart des criminels
des plateaux de TV, les criminels de la politique et tous ces gens impliqués dans les réseaux occultes, d'une manière ou d'une autre, qu'ils soient liés au trafic de drogue, à la pédocriminalité, au trafic d'organes ou autre, c'est les mêmes. Et tous ces gens vont disparaître, de façon à ce qu'on recrée une France propre. La France ne doit plus avoir cette réputation. La France, pendant 300 ans, elle a eu la réputation d'être le pays des libertés, le pays du juste droit. Et maintenant, tout d'un coup, la France est devenue le pédoland, le pays de la pornographie, de la pédocriminalité, etc. Et ça, c'est pas la France que, c'est pas la France, c'est pas ma France.